envoie la femme. L'institution, c'est la femme. Exact. Le côté de l'institution, c'est la femme. Le côté de la conscience, c'est la femme. Le côté de la pensée, c'est la femme. Pour maintenant harmoniser un foyer, pour qu'un foyer puisse être à l'aise, qui apporte la tendresse, c'est la femme. Qui apporte la douceur, c'est la femme. Qui apporte la vie, c'est la femme. Si cette femme-là dit que, à partir d'aujourd'hui, il n'y aurait plus jamais la paix dans cette maison, mon ami, tu es mal parti. Même si tu as les millions, tu es mal parti. Mais lorsqu'une femme veut la paix chez elle, même si l'homme l'a fait n'importe quoi, on va beau venir lui dire ton mari a découché dehors, elle va dire oui, c'est mon mari, il va rentrer, il va dormir à la maison. Et ton mari, on l'a trouvé avec une femme, elle va dire oui, bébé, comme tu es rentré, c'était dehors, maintenant tu es à la maison. Mais si la femme veut détruire, quand elle détruit, on ne peut plus arranger. C'est pour cela que les erreurs des femmes sont un peu souvent trop difficiles à pardonner. Mais vous ne vous êtes pas posé la question que lorsque la femme commet une erreur, c'est souvent trop difficile à pardonner. Parce que c'est elle qui arrange. C'est elle qui construit. Parce que quand elle gâte, elle gâte vrai. Et ça devient trop difficile à arranger. C'est pour ça que vous voyez que on dit non. Quand il y a un problème dans un couple, on va toujours vers la femme. On va toujours vers la femme. On va toujours vers la femme. Parce que c'est elle qui harmonise le foyer. C'est elle qui ordonne. Quand nous, les hommes, nous sommes l'éternel bordel. Nous sommes l'éternel désordonné. Quand ton mari rentre le soir, il jette son costume partout. C'est toi qui arrange. C'est toi qui le mets quelque part. C'est toi qui, quand il veut partir, il dit, chérie, bon, j'ai jeté mon manteau là. Où tu l'as mis? Tu vas lui dire, chérie, il est dans l'armoire. Des tissus sont sous le lit ou bien dans le placard. Ok, bon, ta nourriture, la nourriture est finie, voilà. Tu sais comment fonctionne ta maison, ton foyer. C'est ça où on dit, d'abord, le foyer appartient à la femme. Nous ne sommes que les co-éducateurs chez nos femmes. Chaque homme qui vit avec une femme doit connaître qu'il n'est qu'en location chez cette dame. Et lorsque nos parents le savaient très bien, et le connaissent très bien. C'est pour ça que je ne vais pas dévoiler certaines choses. C'est là, par exemple, même le fait de dormir sur un même lit avec une femme. C'est encore trop dangereux, mais nous sommes à l'éveil de conscience. Avec le temps, on va en parler. C'est pas maintenant. C'est pour cela que lorsque un couple est en train de se gâter, est en train de se détruire, nos parents ont parlé toujours vers la famille de la femme pour arranger. Il était trop difficile de venir vers la famille de l'homme. Non. On va toujours vers la famille de la femme. Parce que c'est là-bas où il y a l'intuition. C'est là-bas où il y a la pensée. C'est là-bas où il y a la sagesse. L'homme est un axe viril. Pourquoi on a renvoyé la conscience à l'eau et on dit l'eau est une divinité féminine? Mais si l'eau elle est douce et la conscience est l'eau et la divinité elle est féminine, ce qui vient dire que la douceur appartient à la femme. Et si la douceur appartient à la femme, mais nous, en tant qu'hommes virils que nous ne sommes que quoi? Dans l'activité active, force, active. Mais quand il faut apaiser, il faut temporiser, il faut construire, il faut réfléchir. Mais c'est à la femme. C'est à la femme. Ok, maman, je vous écoute. Merci. Merci, Otep, papa. En plus, merci, Accent et Otep, papa. Et en plus, c'est ça même le problème. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on a tendance à écouter les lives. Oui, l'homme, il doit redonner le pouvoir à la femme. Mais dans cet article et dans la passée de nos ancêtres, nous voyons en fait, c'est d'abord à nous, les femmes, de faire un travail sur nous-mêmes. Quand nous se comprenons maintenant notre importance, l'homme changera de lui-même automatiquement. On n'a même pas besoin de lui demander, oui, il faut faire ceci, il faut respecter ta femme. Non. Parce que c'est nous qui venons l'apaiser. La femme, c'est l'intuition.
Tu vois, et l'homme représente le concurrent qui va faire les guerres et tout ça. Voilà pourquoi même le phallus de l'homme représente la montagne. Si vous observez la montagne, c'est le phallus de l'homme. Or, le truc de la femme représente le cercle. Parce que il faut pas oublier que c'est la femme qui reçoit, qui conserve l'homme et donne. Et je comprends maintenant pourquoi nos ancêtres, ils insistaient sur la fidélité. Ah, n'importe quoi. Cause de l'engendrement dans le monde et en la divinité. L'amour que la femme suscite dans le cœur de l'homme est cause de l'engendrement dans le monde et dans la divinité. L'engendrement dans le monde, c'est la manifestation du semblable par le semblable. Toi aussi, quand il parle, des fois le français. Hein. Ah! Oui. Alors, pardon. L'engendrement dans le monde, c'est la manifestation du semblable par le semblable à travers l'union sexuelle qui entraîne l'union des gamètes. Pardon. Des gamètes mâles. Mais toi, tu dis des choses. Toi, tu dis des choses. Oui. Oui, parce que, en fait, parce que l'article, en fait, il a 17 pages. Là, je suis encore au 5e. Ouais. Donc, l'engendrement dans le monde, c'est la manifestation du semblable par le semblable à travers l'union sexuelle qui entraîne l'union des gamètes mâles et femelles. Donc, l'homme, attiré par les charmes de la femme, désire s'unir à elle, et c'est de cette union que s'origine l'engendrement. Durant l'union, l'homme est sublimé en son être profond, ébranle agréablement son cœur et projette son rayon au sa sémence en la femme. La femme reçoit la sémence projetée par l'homme, conçoit et engendre un être qui l'air et semble, c'est-à-dire un homme ou une femme. Donc, de même que la femme originaire fait rayonner la beauté divine dans le monde, de même elle manifeste son semblable par l'union avec l'homme. Nous pouvons découvrir à travers la déesse Isis, mère de l'humanité. Voilà. Je sais pas si vous voulez réagir à cette partie-là. C'est elle qu'on a pris Madonna, c'est elle, non? Les catholiques appellent Madonna. C'est ça, non? Marie, ouais. Oui, la Madone noire. La Madone noire. Ouais, la mère de Joseph, c'est celle. Ah oui. Ah, Ouais, la mère de Joseph. Moi, je connais pas la Bible. Hein. Ben oui, c'est Oui, tiré c'est ça. d'ici, hein. C'est tiré d'ici, ouais. Marie et Jésus. Oui, Voilà, donc moi, c'est ça. je voulais ajouter un truc par rapport à ce que Tam avait dit. Il avait comparé la femme à l'eau, en fait. C'est parce il a dit qu'on dit que la conscience de l'eau, elle est féminine. Donc, et aussi, là, on parle aussi des gamètes, des lignons. Donc, je vois aussi le vagin. La même façon que l'eau a une mémoire qui n'oublie jamais des choses, le vagin, c'est pareil, quoi. Donc, Exactement. donc moi je compare ça dans ces sens-là parce que c'est là où les choses se créent, c'est là où il y a une mémoire. Dès que tu vois il y a pénétration, il y a l'empreinte qui reste, tu vois. Donc je veux savoir. Donc c'est ça. Tu vois les consciences là comme ça qui ont une mémoire de ouf quoi. C'est ça que je voulais dire. Mais non, c'est exactement ça. Du coup, en fait, t'as tout compris. Voilà pourquoi toi, moi, je comparais le vagin de la femme au calébas. C'est pour cela que l'infidélité de la femme est très condamnable. Pour connaître le pourquoi. Ma soeur, tu viens de dire quelque chose qui est très, très marquant. Le vagin a une mémoire. Et c'est l'empreinte que chaque homme qui pénètre dans le sexe de la femme dépose son empreinte. Écoutez bien, chaque homme qui pénètre dans le vagin de la femme dépose son empreinte. Vous allez dire, ah, il a été éjaculé, puis je vais laver, je vais sortir. L'empreinte là ne sort pas. Puisqu'elle va s'infliger dans ton vagin, dans tes ovaires, elle va attendre le bon moment. Lorsque tu seras en période féconde et que ton mari te pénètre,
il dépose sa semence. À l'instant, l'enfant va sortir, il va te ressembler ou bien ressembler à ton mari. Mais la force qui est derrière cela n'est pas ta force, n'est non même pas la force de ton mari, est la force de l'homme qui est entré, qui a déposé son empreinte, son cachet, comme disait Mandjombe. Tu déposes ton cachet. Ce cachet que tu as mis à l'intérieur, cette force que tu as déposée, si tu étais un homme qui fait beaucoup de méditation, qui connaît mieux ton corps, quand tu y déposes, cette force-là va rester à l'attente. Le bon moment à laquelle elle a besoin de se manifester, lorsque la femme tombe enceinte, elle tombe enceinte le jour de son accouchement, l'enfant qu'elle va accoucher va la ressembler peut-être, va ressembler même à son mari peut-être, mais la force qui serait derrière, c'est la force de l'homme qui est entré et qui a déposé ce cachet. C'est pour ça que vous allez voir dans votre ancienne famille, on va dire, mais chez nous, dans notre famille, on n'a pas de voleurs, on n'a pas de bandits, on n'a pas de menteurs. Mais toi, mon enfant, si tu as pris ça où? Tu sors d'où? Mais on a oublié que c'est ce cachet-là, de ce petit bandit-là qui est entré là-bas, qui a déposé ce cachet-là. C'est pour cela que dans l'Afrique profonde, l'infidélité de la femme était très condamnable. Mais comme dans nos coutumes, on a eu des scarifications, on a eu des écorces qu'on a mis dans nos sangs, on a eu beaucoup de choses. Vous voyez, chez nous, on scarifie le corps. Il y a des écorces qu'on écrase, quand tu fais dans certains rituels, on te fait boire certaines potions, on te fait des scarifications au corps, on met des poudres sur toi, on dit des choses, on parle des choses qui vont modifier ton sang, qui vont s'infliger dans ton sang. Et que lorsque tu vas avoir des enfants, c'est ce même sang-là que tu vas transmettre à ton enfant. Ce sang qui, on a mis des forces à l'intérieur, qu'on a mis des écorces à l'intérieur, et que tu vas transmettre à ton enfant, c'est-à-dire que tu es en train de transmettre à ton enfant une force qui est une initiative que tu as pris, parce que tu es pas dans une société secrète, que tu as pris et que tu as transmis à ton enfant, qui est demain peut-être chrétien ou bien musulman. Mais cette force va commencer à se manifester en lui, mais comme il est dans les régions de révéler, il ne sait pas comment s'en servir, parce qu'il est profane, il n'est pas initié à cela. Et à partir de là, nous devons donc comprendre que nos parents connaissaient déjà tout ça. Cet enfant qui va sortir avec une autre force qui n'a rien à voir avec la famille nucléaire, on va traiter cet enfant de sorcellerie, on va traiter cet enfant un peu de tout. Mais cet enfant est sorti avec une force venant d'un autre homme. Parce que chez nous, dans l'Afrique profonde, on dit l'esprit se nourrit du corps. Et c'est l'esprit qui habite dans le corps. L'esprit se sert de ce corps. Est-ce que là, je me fais un peu comprendre? Je pense que vous me comprenez un peu. Oui, on comprend tout à fait, oui. Oui, on vous comprend. Et à partir de là, quand cette force-là va habiter ce corps, comme dit souvent le professeur Mbonji et Djengele, c'est-à-dire, nous marchons en nos jours en tant qu'Africains, parce que nous sommes noirs de peau, nous sommes adhérés avec le sang de nos parents, mais l'esprit qui nous habite n'est pas totalement à 90%, bien à 100%, celle de nos parents même. Elle est trop mélangée, parce qu'il y a eu trop de dépravation de mœurs. Il y a un esprit qui est caché derrière un nom que nous portions. Aujourd'hui, on va t'appeler Marcel, on va t'appeler Luc, on va t'appeler André. Il y a un esprit qui est caché derrière un nom. Tu entraînes encore. Tu entraînes l'esprit d'un petit voyou qui a trompé cette femme-là, qui est aussi caché à l'intérieur. Il y a l'esprit même de votre famille même nucléaire, de ta famille nucléaire, qui est là. Tu as encore que tu es là en tant qu'humain, mais tu as 4 forces qui te suivent. D'abord, la force de ta famille, elle est là. Il y a d'autres forces qui sont là,
qui n'ont rien à voir avec ta généalogie. C'est pour ça qu'il nous demande souvent de faire beaucoup de purification et beaucoup de méditation. Pour qu'on devienne nous-mêmes. Donc, c'est un peu très profond un peu. Je suis allé très loin, peut-être. Non, 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 y a pas, Non, non, c'est magnifique, franchement. c'est tout à fait logique. Maman Massaï, je peux ajouter quelque chose, hein? Oui, il n'y a pas de souci. J'allais maman, dire c'est bon, quelque chose avant. Chut, guys, I'm on the phone, chouch. Donc, excusez-moi, je disais aux enfants de se taire d'abord. J'allais dire quelque chose quand vous avez parlé à propos de l'eau. Tu vois, il y a un jour là, j'étais en train de réfléchir seulement, ou je ne sais pas comment est-ce que je peux dire ça, si c'était mon intuition ou comment. Et alors, je me suis dit, donc à partir d'aujourd'hui, je vais commencer d'abord à observer l'eau et à comprendre ce que l'eau fait en moi. Tu vois, donc j'ai fait ça pendant, je pense que c'est 2 ou 3 semaines. Donc donc quand je me lavais, quand j'utilisais l'eau, toute fois que j'étais en contact avec l'eau, je voulais être là présent. Tu vois un peu, je voulais comprendre. Et c'est alors que j'ai compris que l'eau vraiment, c'était notre mère. C'était notre maman. Parce que chaque fois, même quand tu es fatigué ou quand tu es... je comprends maintenant même pourquoi ma grand-mère, il y a 2 fois quand tu es malade et qu'elle n'a pas peut-être l'argent de t'amener à l'hôpital, ou bien elle te regarde et dit, oh, ça va aller. Elle t'amène dans la salle de bain ou bien dehors même. Elle prend de l'eau froide. Non, d'abord, elle prend de l'eau chaude, un peu tiède. Elle te lave avec ça. Et puis, quand elle va terminer, elle te verse de l'eau froide. Et quand elle est en train de te verser, tu vas faire tu vois un peu. Et puis, après ça, donc tout va partir et tu vas te sentir vraiment que, oh wow, il y a quelque chose qui est sorti en moi. Tu vois, j'ai commencé aussi à pratiquer ces méthodes-là. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre des choses. Je peux dire que jusqu'aujourd'hui, moi, je prends l'eau. Si je peux dire, peut-être moi aussi, j'ai ouvert mon église hein, avec l'eau. J'ai fait ça, c'est ça. J'ai fait ça avec l'eau et ça me donne la paix. Et je vois que l'eau n'est pas seulement l'eau qu'on voit. C'est vraiment notre maman parce qu'elle nous donne le courage qu'on n'a pas. Elle nous nettoie pour nous enlever pas seulement le saleté sur le corps, physiquement, mentalement, partout. Donc, elle nous nourrit, elle fait tout. Sans l'eau, je ne vois rien qui va se passer sur cette terre. Et nos corps même, je ne sais pas si c'est combien, 80% ou c'est... moi aussi, j'aime les 80. Si c'est 80% de l'eau. Voilà, 80% de l'eau dans nos corps. Donc, je me suis dit, waouh. Donc, on a vraiment besoin de l'eau plus que toute chose. Et quand tu commences à faire beaucoup de recherches, à comprendre l'eau, tu vas voir que c'est vraiment magnifique. Comme je vais finir avec ça, l'autre Chinois là qui a pris l'eau, 3 verres différents et puis il a mis du riz en l'intérieur. L'autre, il parlait de bonnes choses sur l'eau. Il dit, oh, je t'aime, des trucs pareils. Et l'autre, il disait que, oh, toi, tu es mauvais, tu es comme ça, tu es comme ça. Et l'autre, il disait même rien. Et au bout de 3 mois, les 3 verres étaient vraiment différents. Totalement différents. Exactement. Et ça m'a fait penser à quelque chose quand vous avez parlé aussi de l'eau là. On a parlé des gamètes qui traversent à travers les spermatozoïdes pour aller. Donc, aussi, le vagin doit être humidifié. Donc, il faut qu'il y ait ces fluides-là qui représentent aussi l'eau, tu vois, pour qu'il y ait ces cheminements-là vers la matrice, pour créer tout ça là. Et même, vous avez aussi parlé, il y a pas longtemps, j'ai entendu des liquides amniotiques, vous voyez? Tout ça là, tout se passe dans l'eau, même quand tu manges, hein, parce qu'on parle de la nourriture aussi comme étant le premier médicament. Quand tu mâches, il y a quoi pour ramollir tout ça? Il y a la salive, vous voyez. Donc, on voit que nous vraiment, on a, ce qu'on va dire, cette conscience-là qui est toujours là, pour nous aider en fait, tu vois, pour nous vivifier. Comme maman a dit, 80% constitué d'eau.
Tu vois. Donc, pour revenir dans la femme, là où elle crée la vie, là où tout se passe, hein, dans son canal, il faut de l'eau. C'est pas sec, sinon ça va jamais arriver à destination. Donc, il faut que de l'eau coule, en fait. C'est ça que je voulais ajouter. Ah ouais, c'est exactement ça. En tout cas, je crois on a tous un peu près résumé l'importance de l'eau. Et si vous voyez, même chez nous, l'eau est beaucoup représentée dans notre cosmogonie. Et parce que la majorité de la cosmogonie, en fait, c'est l'eau, quoi. Tout, c'est l'eau. C'est l'eau. Et maintenant, par rapport à ça, je crois que c'est un japonais, c'est même pas Chine, maman, c'est japonais. Et tu te rends compte quand même, je crois, et dans ces choses-là, ça va permettre, vous vous rendez compte quand même à quel point nos ancêtres étaient en avance. Ça veut dire, ils viennent seulement de découvrir ça, que l'eau a une mémoire. Alors que nos ancêtres, ils savaient déjà depuis des millénaires. Hein? Oui, c'est ça. C'était un japonais, oui. Oui, c'est ça. Hein? Depuis des millénaires, ils le savaient déjà. Mais le plus aberrant de ça, nous, on fouille ce que les ancêtres, ils ont déjà dit, mais on suit, soit déjà parce que, maintenant, ils ont fait ça avec la technologie. Vraiment. C'est grave. Ah, c'est grave. Et puis, si tu vois bien, tu comprends bien, nos ancêtres, vraiment, moi, c'est ce qu'il y a deux fois, je me pose des questions, je dis, waouh, quelle intelligence, quelle observation qu'ils avaient. Tu vois un peu, parce qu'ils étaient vraiment très connectés, très observants à toutes choses. Et ça leur permettait même de vivre. Ah, c'est... Pardon? Ça, c'est... Je vais dire quelque chose. La science occidentale n'a pas encore eu l'occasion de découvrir la science africaine. Par exemple, la téléportation. Être capable de réduire l'espace et le temps. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, nos arrière-grand-mères et nos arrière-grands-pères avaient encore cette faculté de pouvoir réduire l'espace et le temps. C'est-à-dire, il est au Congo maintenant. En une fraction de seconde, il se retrouve aux États-Unis. Il se retrouve aux États-Unis en une fraction de seconde. Pourquoi? Parce que il avait la possibilité de pouvoir réduire l'espace et le temps. Et nous devions, cette science-là, certes que beaucoup de gens la détiennent encore. Lorsque tu veux faire un accident, tu es en pleine action de faire un accident, immédiatement tu disparais, tu te retrouves directement dans ta maison. Et tu vas entendre que on va entendre que tel avait pris telle voiture, mais il n'est pas mort. Il se retrouvait chez lui, ou bien il se retrouvait hors de la voiture. Tout le monde est mort. Parce que nos parents avaient cette force-là de pouvoir réduire l'espace-temps et de pouvoir connaître même le passé, le futur, pardon. Parce que de se projeter dans le futur. Mais jusqu'à nos jours, l'Occident n'a pas encore eu les capacités de se projeter dans le futur. Parce qu'ils ne connaissent pas cette science-là. Et en parlant de l'eau, la mémoire de l'eau, nos ancêtres ont toujours l'habitude de le dire. Évite les paroles méchantes de tes parents. Parce que étant donné que tu es constitué de 80% d'eau, quelle est la chose, et que comme l'eau a une mémoire, on peut modifier la structure de l'eau rien qu'avec la parole. Je dis bien, on peut modifier, on modifie même pas qu'on peut, on modifie la structure de l'eau rien qu'avec la parole. Il y a des hommes qui sont encore là, qui peuvent dire à l'eau qui est claire, il dit à partir de l'eau, tu rougis. Et le verre d'eau va finir par rougir. Tu deviens vert, cette eau-là va devenir verte. Oui. C'est-à-dire qu'on modifie la structure de l'eau à partir d'une parole. Nous qui portions 80% d'eau sur nous, quand on peut déjà modifier tout un océan, quand on peut déjà faire vibrer les eaux des océans, combien de fois la petite quantité d'eau qui est en nous, elle est facile, on la modifie facilement. Oui, c'est 5 litres. À l'école, on nous appelle que c'est 5 litres d'eau que nous possédons en nous.
c'est 1 litre. Et elle est facilement modifiable avec la simple parole. C'est pour cela que on interdit à nos mères, à nos pères, de lancer des paroles méchantes à leurs enfants. Parce que si tu dis à ton enfant que tu ne serais rien chaque jour, tu serais un petit voyou. L'enfant serait un petit bandit, hein? Parce que comment il peut voler mes 1 euro que j'ai posé là? Mais cet enfant-là, il n'est pas bien, hein? Cet enfant-là n'est pas... De faire le dire ça, des paroles d'ignorance, cet enfant finira par être un petit bandit. Parce que tu as jeté un sort en lui à partir de ta parole. C'est pour cela que nous, en tant qu'Africains, on conjure toujours aux parents de donner toujours les paroles de bénédiction à leurs enfants. Parce que là, et chaque temps que tu dis les bonnes paroles à ton enfant va exceller dans la vie. Mais chaque temps que tu vas dire les paroles mauvaises à cet enfant, tu es en train de dire, parce que ton enfant est constitué de 80% d'eau, et la structure de l'eau, on peut la modifier. Et elle a une mémoire, elle va conserver les paroles que ta maman l'a dit, le papa l'a dit, le voisin l'a dit, tout le monde l'a dit. Et dans la nuit, elle remue ça. Et à fur et à mesure qu'on remue quelque chose dans la conscience, dans le cerveau, tout notre cerveau n'est que fait, la tête n'est que fait d'eau. Et chaque chose qu'on réfléchit, on finit par créer. Chaque chose que la mémoire, que la conscience réfléchit, travaille dessus, elle finit par créer ce qu'elle a réfléchi, ce qu'elle a conçu à partir de sa mémoire, et elle finira par être vraie. C'est pour cela qu'on demande toujours d'avoir les pensées justes, les paroles justes, les actes justes, les bonnes pensées, pour en tirer en nous des bonnes vibrations. Au tête. Là, je vous laisse un peu. Je vais aller faire un peu une course. Merci. Ok, pas de souci, on a tout à l'heure. Non, c'est vraiment... Maman, je voulais ajouter une chose par rapport aussi à l'image de la position de l'enfant et de la mère. Ça m'a aussi fait penser à l'allaitement. Oui, c'est ça. La mère tète son enfant, vous voyez, dans le lait, il y a aussi des lots, on a parlé aussi de ça. Donc quand elle transmet ces laits-là, tu vois, c'est la vie en fait qu'elle transmet par le sein. Et à chaque fois quand elle tète son enfant, elle caresse son enfant, vous voyez. Parce que si tu vois s'il y a un enfant qui n'est pas nourri, parce que j'avais vu une expérience qu'ils avaient fait, il y a des enfants où on leur donnait un biberon, on ne parlait pas en fait, on parlait pas à ces enfants-là. On venait donner les biberons et on chantait pas tout ça, mais on leur donnait à manger, on changeait les couches, on faisait tout. Et de l'autre côté, les enfants étaient allaités, on les berçait, tout ça là. Et tous les enfants où on parlait pas, on leur parlait pas, on leur chouchouillait pas, on leur donnait qu'un biberon, ils étaient tous morts, tu vois. Et les autres, qu'on était en train de chérir, tu vois, la maman, quand elle donne le biberon ou bien qu'elle donne le sein, tu vois, elle caresse, elle parle à son enfant, tu vois. Elle lui transmet la vie, elle lui transmet aussi la vitalité, ou bien elle lui donne la force, tu vois, de la vie, tout ça là. Donc, quand je vois cette image-là de la mère, comment elle tient son enfant, avec la douceur qu'elle donne, avec tu vois, l'éducation qu'elle donne, tout ce que la mère donne, en fait, et le sein qu'elle donne, c'est ça, en fait, c'est la vie. Donc, la force de la mère, elle donne aussi à l'enfant, tu vois. Exactement ça. Et en plus, si vous voyez bien, regardez, il y a quoi sur sa tête, ici? Si c'est quoi? Je vois même pas bien. Ah bon? Ah, Moi aussi, je ne vois pas bien. Attends, je vais rapprocher l'image. Là, c'est bon? Là, c'est bon? Oui, on voit comme... Là, ici. Ah oui. Là, C'est quoi? C'est quoi le symbole? Je sais pas ce que ça veut dire. Le soleil? C'est quoi? Voilà. C'est le soleil. Ah. Ça veut dire maintenant que là, maintenant, la mère, maintenant, atteint maintenant les niveaux de lumière, l'éblouissement, la pensée. Parce que la pensée, en réalité, c'est la lumière. Oui. Et ici, vous voyez quoi? Regarde ici. Attends, je sais pas, c'est vrai. Ici. C'est un serpent. C'est pas serpent. C'est exactement. Or, le serpent, là, c'est la même chose qu'ici. Parce que ça, on l'appelle le serpent terrestre. Parce qu'il y a ça, c'est vrai.
un serpent terrestre, il y a aussi Anubis, que les serpents aquatiques. Ok. Et si vous voyez bien, c'est les deux facettes. Lumière et ténèbres, parce que Anubis représente les ténèbres, la naïveté. Et lui, il représente la lumière. Et puis moi, j'allais dire quoi? J'allais dire à tout le monde, spécialement les mamans là qui n'ont pas encore... Mais Vin, please, I'm on the phone. J'allais dire aux mamans qui n'ont pas encore leurs enfants, si un jour qu'ils puissent avoir les enfants, je vous conseillerais de commencer à parler avec votre enfant le jour, même les jours que vous êtes Pendant la enceinte. naissance même. Dans le ventre, commencez à parler à vos enfants. Ce n'est pas que non, quand tu vas mettre au monde, c'est quand est-ce que tu vas commencer à parler. C'est faux. Moi, je suis maman de 8 enfants, donc j'ai expérimenté, j'ai fait ça. Et je parle à mes enfants, donc, et tu vas voir que quand tu causes avec tes enfants, même quand ils vont grandir, ils auront une compréhension facile avec toi. Donc, ça sera facile. Je ne sais pas comment. C'est pour cela que j'ai toujours dit, si on est vraiment connecté à nous-mêmes, on va comprendre que notre nature a toujours parlé avec nous. Mais deux fois, quand tu es dans les églises et dans des trucs pareils, tu penses que non, tu ne peux pas faire ça. On va t'appeler que tu es folle. Mais moi, je dis vraiment merci parce que même avant que je puisse quitter l'église avec mon premier enfant, je faisais ça. Je parlais avec lui. Et tout ça là, maintenant il a 21 et les gens ne comprennent pas comment est-ce que toi, ton fils peut aller quelque part, il t'appelle sur vidéo et il te montre partout là où il est et tu ne lui demandes même pas de faire ça. Comment est-ce que tu fais ça? Et j'ai compris directement que, donc, si je lui dis quelque chose, il dit, ok, non, je ne veux pas faire ça, je vais faire ça, maman. Et puis après, lui-même, il va, hey, maman, il fallait que j'ai fait ce que donc, on n'a pas, je ne veux pas dire qu'on n'a pas de problème, mais vraiment, on n'a pas de problème. C'est vraiment difficile qu'il sort comment je peux dire, qu'il sort de la maison, ou bien aller dans un endroit, discothèque et tout ça. Voilà. Tu vois, parce que lui-même, en lui, je pense qu'en lui-même, il a quelque chose qui lui parle, qui lui remet en route. Tu vois un peu? Vous êtes connectés, oui. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, il lui remet. Il y a deux fois, je me demande, et deux fois, par exemple, il y a deux fois vraiment, la nuit, par exemple, s'il est sorti avec ses amis, et je pense à lui, je dis, anyway, il est bien parce que c'est mon fils. Parce que je l'ai toujours dit que tu sais quoi, tu vas faire tout, même si tu fais de mistakes, comment on appelle le mistake, même si tu fais des erreurs oui, dans la des vie, erreurs. mais tu vas te retrouver. Pourquoi? Parce que je suis ta maman. Et tu m'as choisi d'être ta maman pour un but, pour que je puisse te remettre là où il faut que tu puisses marcher. Et maintenant, c'est quand est-ce que mon enfant me dit, maman, quand tu disais ça quand j'étais enfant, je ne comprenais pas. C'est maintenant quand je comprends, quand je vois mes amis et je me dis, est-ce que vraiment je dois faire ça ou bien je ne dois pas faire ça? Et il y a des fois, je fais, mais je ne veux pas faire ça. Et je vais trouver que mes amis ont dit, tu vois le truc là qu'on voulait faire, on a gâché ça, on ne va plus faire ça. Et je me dis, ouf. Donc, il y a des choses qui nous gardent, qui nous dirigent, qui nous protègent, je peux dire, sans les savoir. Et nos voix aussi est vraiment très important. J'ai appris que avant que personne puisse naître, la première sens qui vient quand la maman est enceinte, c'est quoi? C'est l'oreille qui se forme dans le ventre de l'enfant. Tu vois un peu? Et c'est la dernière chose. Si quelqu'un meurt, c'est les sound, l'intention, comment on dit? C'est l'oreille écoutée qui est les dernières choses à partir. Donc, par exemple, si on vous disait que la personne est morte, oui, il est mort, mais il vous entend. Est-ce que tu peux comprendre ça? Donc, je me suis dit, waouh, nos voix sont vraiment très profondes, et surtout en tant que maman.
en tant que maman, on a vraiment beaucoup de pouvoir. Et si tu regardes ça, c'est facile à faire. Mais dans le monde qu'on vit, c'est pas du tout, c'est pas du tout simple, si je peux dire. Ouais, parce que nous sommes dans le monde du matérialisme. Voilà. Parce C'est que vrai. on nous a fait croire qu'éduquer son enfant, parce qu'aujourd'hui l'éducation, la société d'aujourd'hui représente l'éducation comme étant acheter beaucoup de jouets à l'enfant, chaque enfant a sa chambre, a une télé dans sa maison, une PlayStation, bla 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 bla, on connaît déjà. C'est ça l'éducation d'aujourd'hui, qu'on nous fait croire. Mais alors qu'en réalité, en fait, l'éducation ce n'est pas ça, surtout selon la personne de nos ancêtres. L'éducation ce n'est pas ça. Maman Massaï, comme je t'avais appelé aujourd'hui, qu'est-ce que je t'avais dit à propos de ma fille? Elle a 7 mois. Elle a commencé à faire quoi? Comment on dit? Il a commencé à marcher, il a commencé à ramper. À ramper quand elle avait 5 mois, 6 mois. Hein. Elle a... Oui. Maintenant, elle rampe jusqu'à la cuisine. Quand je la laisse ici, qu'elle joue avec ses frères, si elle est en train de jouer et qu'elle me voit pas, elle laisse tous ses frères et elle vient me chercher dans la cuisine. Tu vois, je me suis dit, waouh, comment est-ce qu'un bébé de 7 mois sache que, non, si j'ai besoin de quelque chose, je dois faire quoi? Je dois bouger de là où je suis. Donc, elle comprend tout, elle sait tout, et puis elle connaît là où ma voix est. Je ne pense pas qu'elle connaît même la cuisine, mais qu'elle a entendu ma voix. Elle suit ma voix et c'est quand est-ce qu'elle me trouve que non, je suis dans la cuisine. Elle a fait ça 2, 3 fois. Maintenant, elle connaît que si je ne la vois pas au salon, je dois aller dans la cuisine. Et l'autre fois, elle est partie dans la cuisine, elle m'a pas trouvé. Elle est partie dans les escaliers, elle a commencé à pleurer. Tu vois. Tu vois. Donc, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment simple. Mais les gens, on a tout chose en nous et à l'extérieur de nous qui nous enseigne. Mais on ne prend pas vraiment l'intention d'apprendre. Et on n'a pas, on n'observe même pas. Tu vois un peu. Mais si tu comprends ça, tu commences à être vraiment, c'est que moi je me dis toute fois, je me dis quoi? Oh, reviens. Simi, reviens. Quand je dis reviens, par exemple, j'étais partie de l'autre, je pars et que j'oublie là où je suis, où je ne suis pas consciente quand je suis en train de faire quelque chose. Mon frère, maman ou papa, je ne sais pas, s'il vous plaît. Fier d'être non, s'il te plaît. Tu peux fermer ton micro. Je sais pas si, si tu dors ou bien tu as laissé le téléphone à côté. Merci, maman. Ah, merci. Donc, si chacun comprenait des choses de la façon là, on allait... On va vivre paradis s'il y avait un paradis sur terre. Parce qu'ils savent que, tu vois, parce que quand tu as des valeurs et des disciplines que toi-même, tu te donnes, et l'autre aussi a des valeurs et des disciplines qu'elle se donne, et ainsi de suite, tu vas trouver que beaucoup de choses, on n'aura même pas besoin de parler de ça. Ça sera des choses simples. Parce que toi-même, d'abord, tu vas commencer à pas comme le Bible ou le truc pareil, à te mettre sur la place de la personne. Et par exemple, au cas du sexe là, nos ancêtres comprenaient qu'est-ce que la sexualité. Mais du jour maintenant, les gens ne comprennent pas c'est quoi la sexualité. Même les gens qui disent qui sont dans la spiritualité n'arrivent pas à comprendre c'est quoi la sexualité. Tu vois. Et pourtant, ce sont des sujets pareils qui va commencer à faire voir aux gens qui, comme l'autre photo que tu as montré, la femme et son mari et l'autre femme au milieu. C'est la femme qui a mené... Non, en fait, non. Pardon, maman, ici c'est le mari au milieu, ça veut dire c'est les femmes. Maintenant, ici c'est la femme, les deux femmes à côté. À côté, voilà, qui est en train de lever l'homme. Voilà. Voilà. Mais c'est la femme, l'autre femme, qui allait chercher une autre femme pour son mari. Ce n'est pas la chose qu'on fait maintenant que le mari lui-même part pour trouver une femme. Ce n'était pas comme ça. Je ne sais pas si je me trompe. Ce n'était pas comme ça. En fait, c'est parce que lui-même, en fait, en réalité, c'était, après, ça n'a pas été accompli comme ça, mais en réalité, en fait,
l'homme est prenant une autre femme parce que chacun de nous, comme tu viens de dire, chacun de nous a un génie. Donc, chaque femme, quand un homme, par exemple, il se marie avec 3 femmes, moi, par exemple, je peux dire entre guillemets, je suis un génie de l'eau. Toi, t'es un génie de feu, entre guillemets. Maman Tan, c'est un génie de la terre. De feu. Donc, et de feu. Donc, maintenant, si nous 3, nous mettons maintenant auprès de lui, mais il sera très puissant. Et c'est pas Exactement. anodin que les pharaons, ils avaient toujours 2 femmes. Tu vois? Exactement. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Et avant que le mari puisse dire, je veux marier, c'est la femme, la première femme, si on peut dire ça, qui disait oui. Tu vois un peu, elle va accepter l'autre. Oui. Elle était d'accord avec ça. Mais ce n'est pas les choses qu'on nous montre aujourd'hui. C'est ça. C'est là où tu vois. Si le mari et puis ça revient toujours à la même chose qu'on est en train de dire toujours, que c'est à nous, le femme d'abord, de trouver et prendre notre place, pas trouver même, de reprendre notre place qu'on a perdu, si je peux dire. Et quand on va prendre ça et à commencer à comprendre avec de petites choses qu'on fait chaque jour dans nos vies, et ça va nous permettre à comprendre de grandes choses. Parce que tu vois, on a tendance de croire que quand on fait de grandes choses, et on est grand. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, je les donne l'exemple des lions et les tortues. Entre les deux, qui vivent longtemps? Si vous pouvez me répondre. Entre les lions et les tortues, qui vit longtemps? La tortue. Merci. Et quoi, la tortue vit longtemps. Pourquoi? Parce que lui, il va doucement. La tortue, merci. Il va doucement. Mais le lion, il va vite et il pense qu'il court et il est en train de exhausting himself. Je ne sais pas comment ça se dit. Il est en train de se fatiguer tout seul. S'user, quoi. Voilà. Voilà. Et avec ça, ça lui donne beaucoup de stress dans la tête. Mais la tortue est sûre de lui-même. Même si ça va prendre 10 ans ou combien ans, ça va arriver. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, regardez, des petites choses sont vraiment très importantes dans notre vie. Ça nous apprend à bien comprendre et à maîtriser de grandes choses. Parce que moi, j'ai toujours dit, j'ai vu ça dans ma vie. C'est avec ces expériences-là que ça m'aide à les apprendre, ça. Tu vois un peu? En fait, un peu compliqué. Les gens, en fait, ils ont du mal à comprendre. L'homme n'est que le microcosme du macrocosme. Or, avant de comprendre le macrocosme, il faut d'abord comprendre le microcosme, non? C'est-à-dire, cela veut dire seulement en français simple. Et que, avant de vouloir comprendre le mystère de la nature, comprends-toi d'abord toi-même. Parce que toi-même, tu es une manifestation de la nature. Tous les éléments qui se trouvent dans la nature, ils se trouvent en toi. D'où même je donne tendance à donner un exemple. Quand tu vois tes dents, c'est la pierre qui se trouve dans la nature. Quand tu vois, par exemple, ta peau, c'est la terre qui se trouve dans la nature. Quand tu vois, par exemple, tes veines, tes artères, c'est la rivière, ce sont les rivières qui se trouvent dans la nature. Quand tu vois, par exemple, tes yeux et tout ça, c'est la lune. Tes oreilles, c'est les étoiles. Donc, c'est-à-dire, avant d'aller comprendre le plus grand, comprendre d'abord le plus petit. Mais si tu ne comprends même pas le plus petit, mais tu vas comprendre ce que le plus grand. Pardon. Et tu te prends même pour le plus intelligent. Je sais pas si maman, tu vas ajouter quelque chose. Oui, bon, moi j'ai retenu ce que vous avez dit là, avant de pouvoir, on dit que on connaît la valeur d'un homme dans les petites choses. S'il arrive à gérer les petites choses, on sait qu'on peut lui confier les grandes choses. Si dans les petites choses, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu fais des dégâts, alors dis-moi, dans les grandes choses. Comme tu as dit là, tu l'as dit fièrement, tu l'as dit vraiment d'une façon claire, qui avant de chercher à comprendre ce qui se passe ailleurs, comprends-toi déjà toi-même. C'est ça, c'est la base, quoi.
Voilà. Et malheureusement, les gens sont pressés d'aller voir ailleurs au lieu Hmm. Hein? de la femme gardienne des mystères divins. La femme en tant que miroir éclat de la présence du Dieu, irréceptable de son effluve, s'avère être la gardienne des mystères divins. Quels sont ces éléments qui confirment cela? 1. La femme et la sagesse divine. La femme en tant que miroir et réceptacle du fleuve divin, elle est celle en qui se dévoile la sagesse divine. D'après la pensée qu'émette, la femme est la gardienne de la science divine et de la vérité sous figure de Nout. Nout, c'est la femme qui était allongée tout à l'heure que vous avez vu. À tort, si vous l'avez vu avec le disque au soleil, du soleil, pas celui-là qui était avec un enfant, celui c'est Isis, c'est Châtre, Mat, Isis. Mais il faut savoir en fait, Nout, à torche, et ça, c'est Mat, en réalité, c'est la même divinité, mais sur plusieurs facettes. C'est comme moi en fait, et vous, nous sommes ici, bah, je suis Maasai, mais je peux manifester en plusieurs facettes. Mais je suis toujours Maasai, ça ne change pas. Et malheureusement, beaucoup, en fait, les marmailleurs, là, des spirituels, soi-disant les maîtres spirituels et les nettoyeurs des énergies, et ben, ils dire, toi, t'es séchêtre. Du coup, il va te dire, waouh! D'accord. Nous avons présenté. Maman Massaï, pardon, Oui. pardon, avant que tu continues là, je vais faire comprendre quelque chose que tu as dit qui est vraiment très important. Tu es Massaï, mais tu as d'autres quoi? Facette. Tu as d'autres quoi? Facette. Ouais. Cela veut dire quoi? Comme moi, j'ai toujours dit, je suis là, je suis Simire en tant que maman, en tant que sœur, en tant qu'amie. Donc, quand je me retrouve dans ma assiette de maman, je deviens maman avec mes enfants ou avec n'importe qui est enfant. Et quand je suis sœur, je me retrouve sœur avec de sœurs qui est, tu vois un peu, si vous me comprenez. Et si je vais être amie, je deviens amie. Donc ça te permet d'avoir des différentes personnalités. Oui. Et en même temps, c'est toi, mais ce n'est pas une personne qui est différente. Et quand tu vas dire, moi j'ai toujours dit, attention, moi je suis, si je veux vraiment être mauvais, j'ai dit Gina. Et mon mari connaît. Il dit, je ne sais pas, je ne veux pas Gina. Tu vois, ou bien aujourd'hui c'est qui est là, c'est Gina ou bien c'est Simire. Tu vois, on va rigoler, on dit, ok, c'est Gina ou bien c'est Simire. Mais c'est avec des trucs pareils que tu vas commencer à comprendre et apprendre des choses que tu dis, et on va plus continuer à prendre ton argent et à te faire croire que non, si tu es Gina, tu es mauvais, tu ne dois pas être. Non, moi, j'aime mon côté Gina et j'aime mon côté Simire. J'aime tous les 2 ou les 3 ou les 4 ou les 5, je ne sais pas combien qui sont moi. J'aime tout. Et quand ça vient là, avant, je faisais tout pour éteindre Gina. Pour me dire, non, il ne faut pas que Gina sorte. Parce que Gina, elle est méchante, Gina, elle est comme ça, Gina, elle est comme ça. Gina, elle a toujours des problèmes avec tous les gens, blablabla. Maintenant, quand j'ai compris que non, quand Gina, elle sort, donc elle doit sortir et je dois la laisser s'exprimer et c'est bien. Je ne sais pas si vous me comprenez. Exactement. Donc, c'est vraiment important aussi de commencer à faire des expériences pareilles et de commencer à accepter tout ce qui te présente. Si, par exemple, il y a 5 ou 3 noms, tu vois. Moi, maintenant, j'ai 5 noms. Parce qu'il y a plus le nom de mon mari que je porte. Donc, ça aussi, je me dis, quand je suis au Femoula, respecte-toi, tu es la femme de quelqu'un, hein, tu vois. Et c'est normal, il faut commencer à être normalisé, à parler à toi-même. Il y a des fois quand les enfants viennent me dire, maman, tu es en réunion? Je dis, oui, je suis en réunion avec les femmes là, tu comprends? C'est normal. Et c'est bien même. J'encourage ça. Même si on va nous appeler que nous sommes folles, mais c'est bien d'être folle, à améliorer à toi de devenir la meilleure personne que tu dois être, que de devenir folle à être une mauvaise personne. C'est exactement ça.
Et en fait, bah, c'est ça, en fait, que les ancêtres, ils ont, parce que chaque facette a son rôle. Par exemple, si tu vois, par exemple, Hathor, il est là pour apaiser. C'est Châtre, je crois, c'est la divinité de l'écriture. Math, c'est la balance. Nout, je me souviens plus, c'est quoi, Isis, bah, c'est la totalité de tout, en fait. Et vous voyez même, à un moment, en fait, ça veut dire, tu vois, et, les ancêtres, ils ont tout fait, ils ont déjà tout laissé. Parce que si, maintenant, avec tout ça, si vous commencez à s'observer vous-même, vous allez vous rendre compte, en fait, vous êtes tous ces facettes-là. Parce que, moi, par exemple, je sais qu'à un moment, des fois, je peux être en colère, je commence à t'agueuler, limite même j'ai cette capacité d'avoir des pensées morphiques, j'ai envie de tuer les gens. Là, je sais déjà que, là, c'est Nzinga qui est en train de sortir. Quand je suis au mode genre, je dois égorger les gens, bah, c'est Nzinga qui sort. Mais sinon, je suis genre, laissez passer. Je vais faire en sorte quand même j'apaise. Là, maintenant, je peux dire, je suis entre Nzinga, Nanikunvovela. Oh, ma Kondambuta. Donc, tu vois, j'ai tous mes facettes là. Et je laisse jamais qui que ce soit d'étendre mes facettes. Parce que j'ai besoin de ces facettes là pour que je puisse comprendre les macrocosmes. Okay. Si j'enlève, si j'enlève seulement la facette d'Nzinga, bah, comment je peux comprendre les macrocosmes? Parce que toutes ces facettes là, ils se trouvent dans les macrocosmes. Tu vois un peu? Bonjour, Oui, oui. C'est bon. Donc, voilà, quoi. Non, je pense que c'est bon, hein. Attends, je vais seulement lire ça s'arrête où? C'est encore bien. Je vais seulement lire ça, après j'arrête, franchement, cette fois-ci. Isis comme le miroir des réceptacles des fleuves divines et la source d'engendrement. Nous reviendrons exceptionnellement sur Isis qui semble rassembler en elle toutes les figures des autres déesses, tu vois. Donc, nous avons des facettes et en même temps, dans ces facettes-là, nous avons la totalité de ces facettes-là. Tu vois? Mais est-ce que beaucoup de nous comprenons ça? Non. Mais lorsque Akemet, pardon maman Tana, tu voulais parler? Non, j'ai dit oui, c'est ça. Mais merci. Lorsqu'Akemet on parlait de la femme comme gardienne des mystères divins, on pensait d'abord à ces châtres, parèdres des totes. Tu vois, ici on voit ces châtres. Ici nous voyons ces châtres coiffés de l'étoile à 7 branches. Ici. Et d'autres coiffés de la lune. Ici. Et l'arbre là, c'est quoi en fait? Ça signifie quoi? Attends, lui explique ici. En scrivant ensemble les noms du pharaon 7 sur l'arbre de vie. Lui là, le pharaon. Selon les fils de Kemet, la lune et les étoiles sont intimement liées et cela est confirmé dans les Yoga Sutras, où il y dit sur la lune la connaissance de la structure des étoiles. Et en plus, pour le comprendre ça, regardez seulement. Est-ce que vous avez déjà vu le soleil avec les étoiles? Non. La journée. Et vous voyez jamais, entre guillemets, c'est ce que appelle l'étoile. Dans la journée, est-ce que vous voyez une étoile? Vous voyez les étoiles? Non. Mais la nuit, vous allez tout voir les étoiles à côté de qui? La lune. Voilà. Donc, en gros, en fait, c'est tout le temps que j'ai dit, l'Africain a toujours été dans la connaissance. Et ces connaissances-là, il est capable de l'observer. Et ces connaissances sont liées dans le réel. C'est pas genre, oui, Dieu, il a dit si, Dieu nous a parlé. Mais Dieu qui nous a parlé, il est où? Tu vois? Sur la lune, la connaissance des structures des étoiles. L'arbre de vie, l'arbre qu'on a monté tout à l'heure d'Hathor, de vie, celle de 7 tonnes de la parole divine qui est-elle l'éclair figurant, dévoile la pensée manifestée, l'existence et repose en secret en tout homme. En gros, si j'ai bien compris les paroles de frère Thoth, en fait, ces étoiles, en fait, c'est ça, en fait, qui permet d'éclairer
Non, je peux dire ça, je peux, comment dire, je peux illustrer notre conscience, quoi. Voilà. Et, parce que c'est ça qui dit, l'arbre de vie est celle de 7 tonnes. Or, lui, il a quoi? Il a 7 étoiles ici. 7 tonnes de la parole divine, qui telle éclair figurante, dévoile la présence manifestée, l'existence. Ah, ok, en fait, en gros, c'est-à-dire, en fait, ces étoiles, en fait, permettent, en fait, c'est le dévoilement de la présence. Quand je parle de la présence, je parle toujours d'Iman. C'est-à-dire, c'est cette étoile, en fait, c'est cette étoile au bout de la lune qui nous fait comprendre, en fait, il y a une présence envers nous. Or, l'épreuve, la preuve de cette présence, c'est quoi? Bah, c'est les étoiles, la lune, le soleil. Contrairement à Dieu contrairement à la Bible qui nous dit que c'est Dieu qui a tout créé. Mais quand Dieu a tout créé, lui qui l'a créé, il a fait comment? Tu vois? Or ici, les aïeux nous font bien comprendre, nous on est plus dans la manifestation. Mais cette manifestation est due à la présence qui se repose sur elle-même. Et cette présence c'est quoi? Bah, c'est l'infiniment petit qu'on n'est pas capable de saisir. D'où maintenant on revient toujours dans le ténèbre. Parce qu'on ne peut pas saisir les ténèbres. Est-ce que quelqu'un d'entre nous, il peut saisir les ténèbres? Non. Impossible. C'est jamais les ténèbres. Limite, tu peux saisir la lumière, mais les ténèbres, jamais. Toute est cette parole secrète de la divinité et de ses châtres. Le dévoilement et la sublimation de cette parole à travers les mystères qui dévoilent les étoiles et la sublimation qu'elle exerce sur l'homme grâce à son charme. Le plus souvent, ce châtre est représenté comme la gardienne, voilà, il est dit ici, comme la gardienne de la sagesse. Ça veut dire que maintenant, tu vois, ici, si on comprend bien, nous avons chacun de nous, chaque femme, surtout, je parle plus pour les femmes noires, il a aussi ce côté de ce châtre. Ça veut dire la gardienne de la sagesse. Pourquoi? Parce que quand nous éduquons nos enfants, c'est quoi? Bah, nous transmettons la sagesse, non? Oui. Quand nous envoyons nos enfants à l'école initiatique, nous envoyons pour aller acquérir de la sagesse, non? De la connaissance, non? Exact. Voilà. Donc, les marmailleurs là qui nous viennent nous dire, oui, toi en réalité t'es pas Isis, toi t'es ce châtre, et toi t'es à tort. Or, ils oublient de dire aux gens que tout ça qui soit à tort, ces châtres, Sekhmet, Isis, c'est les mêmes facettes, mais sur différentes formes. Chaque facette a son rôle à y jouer. Aujourd'hui, ils viennent te dire, non, tu sais, il faut pas être Isis parce que Isis c'est mauvais. Non, il faut pas être à tort parce qu'à tort c'est mauvais. Mais si tu m'enlèves à tort, si tu m'enlèves ce châtre, comment je serai la gardienne de la sagesse? Ça veut dire que tu m'enlèves déjà le côté sagesse. Voilà. Bon, aujourd'hui, ils viennent avec ce discours-là. Mais non, tu sais, tu dois seulement vibrer à haute fréquence. Hein. Mais sinon, tu ne risques pas d'atteindre le haut niveau. Hein. Pardon. Or, nous devons tous vibrer dans nous devons tous vibrer avec toutes les fréquences que nous possédons. Parce que c'est ces fréquences-là qui nous permettent de découvrir les mystères de la présence. Ou bien, je peux dire d'Iman. Exact. Mais les marmailleurs, oui, tu sais, crois-moi, quand j'ai compris, entre la lune et le soleil, c'est quand est-ce que j'ai commencé à comprendre, je me suis dit, parce que le soleil ne peut pas être là sans que la lune sorte. Donc, tous les deux là représentent quelque chose en nous. Si tu peux dire ça. Et c'est en ces moments-là, il faut vraiment accepter tout ce qui est en toi. Maintenant, c'est de savoir quel moment les utiliser. Et c'est maintenant là que les gens comme veulent, oh, je veux que mon troisième œil puisse s'ouvrir. Ton troisième œil là, ça demande de la discipline pour que tu puisses comprendre où ça t'amène. Parce que quand est-ce que tu ne comprends pas que cette situation-là demande que mon
troisième œil puisse ouvrir pour que je puisse bien gérer ces problèmes. Parce qu'ils pensent que la troisième œil, ça veut dire, oh, tu vas commencer à aller, je ne sais pas, marcher sur l'eau, ou à faire des trucs. Tu vois un peu. La troisième œil, ce n'est rien qu'à être connecté, avoir la connaissance et être conscient. Et savoir où utiliser ton connaissance que tu as. Parce que beaucoup, on a nos connaissances, mais on ne sait pas utiliser ça. Je suis vraiment désolé. On ne sait pas utiliser nos connaissances qu'on a. On pense qu'avoir les connaissances, oui, tu connais, et vraiment, mais non, il y a beaucoup d'informations partout. Et tu vois, tu vas trouver quelqu'un qui parle, blablabla. Mais quand tu le regardes, la personne, pour mettre en pratique tout ce que la personne a appris, et c'est là où maintenant, la Mahat vient te faire comprendre que aussi longtemps que toi-même, tu ne connais pas qui tu es et tu n'es pas dans la balance, tout ce que tu es en train de faire, tu n'es qu'en train de perdre ton temps pour rien. Exactement. Exactement. Frère,